Comme vous le savez, les standards du gouvernement du Québec ont été adoptés en mai dernier. Enfin. Donc, Mike Cooper, Denis en a fait allusion tout à l'heure. Mike Cooper parlait ce matin de slowness of the process, quand il parlait du processus de normalisation. Et mes collègues me connaissent, ils savent que j'arrivais toujours avec une phrase, une citation de Woody Allen pour expliquer un peu ce qu'est la normalisation. Et cette citation-là, c'est, en fait, un jour, Woody Allen a dit « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. » Pour la normalisation, c'est exactement pareil. La normalisation, c'est long, surtout vers la fin. Ceux qui ont suivi les travaux de normalisation au gouvernement du Québec, on annonçait adoption des standards pour telle date, telle année, tel mois. Là, ça a varié. On a changé ça assez souvent. C'est un peu le lot. Hein? C'est l'éternité. La fin de l'éternité, c'est toujours plus long. Je vais en profiter. Monsieur Denis Boudreau, ce matin, d'entrée de jeu, a parlé d'un partenariat, lorsqu'on a fait les standards, d'un partenariat, l'Office des personnes handicapées du Québec et du ministère des services gouvernementaux, maintenant qui fait partie du secrétariat du Conseil du Trésor. Mais au-delà des organisations, il y avait des individus. Il y avait un comité interministériel, il y avait 25 ministères et organismes qui étaient représentés. Donc, ça a été jusqu'à 25 ministères et organismes. Et aujourd'hui, je suis très heureux de compter comme présents, comme participants, quatre participants à ces travaux-là. Donc, je pense à Alexandre Robert du ministère du Revenu, qui est à quelque part dans la salle. Il y a Alain Dubé qui est dans la salle. Il y a, l'émotion, il y a Denise Deschênes et il y a aussi Anne Montembeault du Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, les standards, c'est pas un travail d'un ministère, de deux ministères, c'est un travail d'un ensemble, d'une collectivité. Au-delà des partenariats avec les ministères et organismes, il y avait aussi l'équipe qui réalisait ces travaux-là. Donc, moi, j'appelle ça l'équipe de rêve. Donc, on avait Simon Gailladine de l'Office des personnes handicapées du Québec. Il y avait Jean-Marie Damour de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Il y avait Denis Boudreau. Et il y avait moi. Et ça, on a considéré ça comme étant l'équipe de rêve. Et on a pu on a pu faire adopter ces standards-là avec ces deux grandes équipes-là. On avait le comité interministériel et on avait l'équipe de réalisation. Donc, ça complète. Donc, c'est obligatoire. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les ministères et la plupart des organismes publics du gouvernement du Québec sont obligés de mettre en application les standards. Ça touche aussi d'autres acteurs. On pense aux fournisseurs de biens et services, hein, des consultants ou des gens de communication qui vont œuvrer dans un ministère ou dans un organisme pour développer, modifier un site Web. Ils sont contraints maintenant à rendre leurs travaux accessibles parce qu'ils font ces travaux-là pour le gouvernement du Québec. Et il y a des standards obligatoires. Comme autre acteur, je pense aussi aux institutions d'enseignement qui forment et qui formeront les acteurs du Web de demain. Donc, c'est important que, dès aujourd'hui, que ces gens-là soient bien formés et préparés au marché, parce que l'accessibilité, c'est un incontournable. Donc, au Québec, au gouvernement du Québec, il y a eu des règles qui sont plus précises. Maintenant, il s'agit de prendre de prendre note de ces changements-là, de ces nouvelles-là. Et on parle de formation de la relève, mais aussi on parle de formation continue. Donc, les institutions d'enseignement revoient fréquemment leurs anciens étudiants pour leur donner des compléments de mise à niveau parce que le marché évolue. Donc, non seulement ces joueurs-là, directement ou indirectement, doivent prendre en considération les standards, mais je dirais également, au Québec, les entreprises privées, les organismes en but lucratif ou toute autre organisation qui n'est pas assujettie, qui n'est pas obligée de mettre en place ce standard, devrait s'inspirer grandement des travaux qui ont été faits au gouvernement du Québec parce qu'on y retrouve là un niveau de détail assez important. Il y a une qualité de travail. Je vais commencer ma présentation. D'abord, je vais faire comme au cinéma. Au cinéma, on a toujours des petites publicités en partant. J'ai 3 diapos. Malheureusement, je n'ai pas de popcorn. Donc, on va essayer de les faire assez rapidement. La première pub, c'est que les standards ont été retenus comme finalistes au concours des Octaves 2011. Et c'était dans la catégorie Technologie de l'information au service de la société. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais le fait d'avoir cette reconnaissance-là fait que la qualité des travaux a été reconnue. Donc, les Octaves, c'est un concours annuel qui date depuis 25 ans dans le domaine des technologies de l'information qui vise à reconnaître l'excellence
dans les technologies de l'information. La deuxième pub, c'est que je dois vous parler un peu de ma deuxième vie. J'ai été fonctionnaire 33 ans, je suis à la retraite depuis le printemps dernier, mais je continue à être actif professionnellement. Donc, j'offre des services de conseiller stratégique et je le fais en relation avec la normalisation, le processus de normalisation et également les standards sur l'accessibilité du web, également dans les métadonnées. Je suis également rédacteur. Je vous annonce aussi que je vais être auteur d'une foire aux questions sur l'accessibilité qui sera mise en ligne sur le site web de Chiao Technologies, donc mon partenaire. Et pour être abonné à la liste de diffusion, je vous transmets l'adresse. Ce sera à mon adresse yves.hudon@ciao-techno.com. Maintenant, Chiao Technologies, l'entreprise avec laquelle je suis partenaire, offre des services de conseil stratégique en accessibilité, de gestion de projet, de conception et de développement de sites et d'applications web accessibles, également de PDF dynamiques accessibles, et aussi dans le choix de technologies accessibles. Et Chiao Technologies est fier d'être le premier membre du club Accessibilité Web, et c'est un membre platine. La coopérative distribuait ce matin une feuille, 2 pages, recto verso, qui parle de cette nouvelle offre de service. Donc, Chiao Technologies est la première à s'engager dans cette voie-là. Et on est très heureux. Donc, les pubs sont terminées et on va aller dans le vif du sujet. Depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai commencé à avoir des échos à l'effet que dans des ministères, des organismes, on estimait les impacts de la mise en place des standards pour l'existant. Et certaines estimations me faisaient sursauter parce que je trouvais que c'était beaucoup trop élevé. À un point tel que je disais, c'est pas compliqué, je vais offrir mes services. Je vais y aller travailler une journée gratuitement, puis je vais leur demander de me payer 1% de ce que je vais leur découvrir et qui n'est pas une obligation du standard. Comprenez-moi bien, j'ai rien contre et je suis très content que les gens fassent plus que ce que le standard demande ou exige. Cependant, je pense qu'il faut mettre les choses en perspective et au moins bien faire comprendre ce qui est dû aux obligations du standard et aussi ce qu'on veut faire en plus. Donc, j'encourage à faire davantage, mais il faut faire la part des choses. Donc, c'est d'autant plus surprenant qu'on parle d'accessibilité. On ne parle pas d'accessibilité depuis hier. On parle d'accessibilité depuis le milieu des années 95. On parle d'accessibilité. On a un premier standard du W3AC, le WCAG version 1.0, il date de 99. Au Québec, la Fondation des aveugles avait commandité une étude. Ils avaient évalué 200 sites web en 2003. Donc déjà, on commençait à faire circuler l'information dans la communauté. En 2007, au gouvernement du Québec, il y a eu un comité interministériel de formés. Il y a eu d'autres évaluations de sites web. WCAG 2.0 est arrivé en 2008. Donc, aujourd'hui, c'est surprenant de voir des estimations aussi importantes. Je me dis, il y a peut-être des travaux qui auraient pu être faits graduellement auparavant, mais c'est comme si on n'était pas au courant de l'accessibilité, de l'existence de l'accessibilité depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, je disais, plus les estimations sont importantes, plus moi j'ai l'impression qu'on n'a pas écouté suffisamment pour commencer plus rapidement. Donc, quand j'ai eu écho de ces estimations-là, qui me surprenaient, et c'est quelques-unes, je me suis demandé comment se fait-il, qu'est-ce qui peut expliquer cette surestimation-là? Et en y réfléchissant, j'ai trouvé 5 hypothèses. Donc, la première, c'était, est-ce que le mandat confié par le patron est clair? Donc, peut-être un problème de communication. La deuxième hypothèse, est-ce qu'on a bien compris les marges de manœuvre qui sont prévues dans les standards? On parle de cas particuliers, on parle de dispositions transitoires pour l'existant. Est-ce qu'on a bien lu les standards? Est-ce qu'on les a bien compris? Et il y a d'autres choses aussi. La troisième hypothèse, c'est que la personne ou les personnes qui ont estimé les impacts,
est-ce qu'elles avaient les compétences suffisantes pour faire ce travail-là? Compétences en accessibilité. Quatrième hypothèse, l'organisation, en fait, comment est-ce qu'elle gère le web? Est-ce qu'elle a un site web? Est-ce qu'elle a 20 sites web? Donc, ça, c'est une considération. Et la dernière hypothèse, c'est, et des fois, les standards pourraient avoir le dos large. On en profite peut-être pour passer d'autres choses. On y reviendra. Donc, de façon générale, dans ma présentation, je vais couvrir ces 5 hypothèses-là. Je vais d'abord faire un petit avertissement. J'ai travaillé 33 ans dans la fonction publique. J'ai eu un pli. Je ne dis pas que c'est un mauvais pli. Des fois, ça peut être un mauvais pli, mais j'ai gardé d'excellents plis. Donc, ça se peut que je donne l'impression que je parle au nom du gouvernement. Et ça, je serais désolé et je vous prie de m'excuser d'avance. Ce n'est pas mon intention. Donc, je parle, c'est des opinions personnelles. Ce que je vous dis, si la situation le demande, n'hésitez pas à vérifier auprès du bureau du dirigeant principal de l'information ou auprès du secrétariat du Conseil du Trésor. Puis un petit rappel. Bon, comment ça fonctionne? C'est qu'au niveau des standards, on a essayé de faire en sorte que la mise en place se fasse graduellement, pas tout arriver en même temps. Donc, pour le premier site web, pour le premier standard, bon, avant que quelqu'un me pose la question, je vais y répondre tout de suite. SGQRI. Oui, je suis le père de ça. Peut-être que je le ferai autrement aujourd'hui, mais ce que ça veut dire, c'est tout simplement ces standards du gouvernement du Québec sur les ressources informationnelles. C'est juste ça. On peut avoir des standards de salubrité, on peut avoir des standards dans l'alimentation, dans la consommation, mais cela, c'était des standards sur les ressources informationnelles. Donc, le premier standard qui porte sur l'accessibilité d'un site web, alias le 008-01 pour les intimes, ben, lui, tout nouveau site web qui va être mis en place à compter du 10 mai 2012 devra être conforme aux standards. Pour le deuxième standard, qui est sur l'accessibilité d'un document téléchargeable, le 008-02, tout nouveau document téléchargeable mis en ligne à compter du 10 novembre 2012 doit être conforme à ce standard. Pour le troisième standard, qui est l'accessibilité du multimédia dans un site web, le 008-03, en fait, le multimédia, on parle de fichiers audio, on parle de vidéo, et on parle d'animation web ou animation flash, Silverlight. Donc, tout nouvel élément mis en ligne à compter du 10 mai 2013 doit être conforme à ce standard. Il y a aussi ce qui existait ou ce qui existe au moment de l'adoption, on y reverra, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, pour les intranets et les extranets, ce sont les mêmes obligations pas de délai, parce qu'on a des délais, on a un petit peu plus de temps pour mettre en place le premier standard dans les intranets et les extranets. Donc, on a jusqu'au 10 mai 2013. Pour les documents téléchargeables mis en ligne sur un intranet ou sur un extranet, on a jusqu'au 10 mai 2013. Et également pour tout nouvel élément de multimédia sur un intranet, la même date, le 10 mai 2013. De ma revue de littérature depuis un an, j'ai vu que beaucoup d'administrations publiques occidentales, que ce soit au niveau national ou de province, de département ou d'État, souvent vont adopter le niveau de priorité AA du WCAG, vont adopter le niveau A, mais sans préciser davantage sur qu'est-ce qu'on fait avec l'existant. Donc, ce qui laisse sous-entendre qu'on adopte le standard et à partir de telle date, tout doit être conforme. L'approche qui a été prise, j'étais pour dire que nous avons pris, l'approche qui a été prise à ce moment-là au gouvernement, c'était, en réalité, il faut être pragmatique avec la normalisation. C'est pas parce qu'il y a un standard qu'aujourd'hui, que demain matin, tout le monde va être conforme. Donc, il faut choisir nos combats et en sachant que les applications web, les sites web, ils ont une vie utile. Quand même, il y a des sites qui arrivent à leur fin. Il y en a qui vont être là 3 ans, 5 ans, 8 ans. Bien, la stratégie, ça a été de viser d'abord tout ce qui allait être nouveau. Bien, ça, il faut que ce soit conforme. Et pour l'existant, on a quelques exceptions. On avait le principe des droits acquis avec quelques exceptions.
Donc, ça, c'est une particularité, c'est une caractéristique des travaux qui ont été faits au gouvernement du Québec, c'est d'avoir cette approche-là par rapport à l'existant. Un rappel, mais en fait, c'est la première fois que je présente cette information-là de cette façon-là. Nous, on est heureux d'avoir pu s'appuyer sur le standard WCAG 2.0. On a commencé avec 1.0 pour ensuite migrer vers le 2.0. On est très contents. C'est une source d'information extraordinaire, mais qui demandait certaines précisions. La lecture que nous faisions en 2006 ou 2007, c'était que le standard est bon, sauf qu'il manque de précision, et à un point tel qu'on aurait même pu dire qu'il y a presque autant de façons de le mettre en place qu'il y a de gens qui vont le mettre en place. Donc, dans une organisation qui a un site web, 40 pages web, un webnest, ça ne pose pas trop de problèmes parce qu'on pense que ça va être cohérent de la première page à la dernière page. Mais on a souvent de grosses organisations, on en a en région, on en a différentes, pour différentes activités, différents événements qui arrivent, et il n'est pas évident que c'est toujours la même équipe qui fait les choses. Et même à l'intérieur d'un ministère, on peut se retrouver avec plusieurs façons de faire différentes. Donc, quand on se met du côté, quand on prend le point de vue de l'internaute, qui doit se payer toutes les façons de faire dans chacun des sites web qu'il visite, c'est pas facilitant. Donc, ce qu'on a fait, nous, on a essayé de préciser des choses. Il y a 2 ans, on disait, au total, les 3 standards, c'est 152 exigences. Je pense qu'il y a 2 ans, on disait 180, puis on a diminué. Et ça, ben, c'est impressionnant. Ça faisait peur, même. Et ces exigences-là, dans le premier standard, actuellement, le premier standard, on en a 68. Dans le deuxième, on en a 35. Et dans le troisième standard, on en a 49. Donc, au total, 152. Et je me posais la question, je disais, y a-t-il une façon de le présenter autrement? Et j'ai trouvé une façon. J'ai trouvé la façon que je vais essayer d'identifier les exigences qu'on reprend de standard en standard. Dans ce cas-là, il y a 30 exigences qu'on retrouve dans le premier standard, dans le deuxième puis dans le troisième standard. Il y a 4 exigences qu'on retrouve dans le premier puis dans le deuxième standard. Il y en a 13 entre le premier puis le troisième standard. Il n'y en a aucune entre les deuxième et troisième standards. Et pour le premier standard, il y en a 21 qui sont propres à ce standard-là et qu'on ne retrouve pas dans les autres standards. Pour le deuxième standard, sur les documents téléchargeables, il y en a une seule exigence. Et pour le multimédia, le troisième standard, il y en a 6. Donc, ça permet de dire qu'en fait, là, c'est pas 152 véritablement, c'est 75. Mais ça demeure quand même d'ouvrage. Et quand tout à l'heure, on disait pourquoi on s'est payé, nous, l'exercice de détailler, d'écrire des exigences. Je vais vous donner 2 exemples. Dans le WCAG 2.0, on a des critères de succès. Vous savez, la priorité simple A, on retrouve 25 critères de succès. Dans le double A, on en trouve 13. Et dans le triple A, on en trouve 23. Ça donne au total 61 exigences. Les 3 standards, de façon générale, du gouvernement du Québec se situent au niveau double A, quoique il y a aussi pris quelques critères de succès du triple A. Donc, les exemples, c'est que le critère de succès 1.1, qui porte sur les textes équivalents, ça a généré au total, je pense, 23 exigences. Donc, il y en avait, je pense, c'est 9 dans le premier standard, 7 dans le deuxième, puis 7 dans le troisième. Donc, ça, c'est de la précision. Ça, c'est le cas le plus important. Le deuxième cas, c'est l'exigence 1.3.1 qui porte sur l'information et les relations. Et on a traduit ça en 19 exigences, 12 dans le premier, 3 dans le deuxième, puis 4 dans le troisième standard. Heureusement, les 61 exigences, c'est pas 10, 15 ou 20 exigences. Il y en a plusieurs, je dirais presque la moitié, qui génèrent 1, 2 ou 3 exigences dans chacun des 3 standards. Donc, la raison pour laquelle on était plus précis, c'est un peu ce constat-là qu'on faisait. Donc, on peut imaginer demander aux gens comment vous traduisez, comment vous mettez ça sur un site web, ce critère de succès-là. Bien, ici, on est dans une salle, on a peut-être 200 personnes. On aurait eu peut-être 200 façons différentes.
complémentaires. Et je doute que tout le monde aurait vu exactement la même chose. Bon, on voit que pour un nouveau site Web, je disais qu'il y a 68 exigences, compte tenu de l'approche, compte tenu de l'approche pour l'existant qui est des droits acquis, ben, c'est un sous-ensemble de ces exigences-là, et c'est en nombre et en ampleur. Donc, c'est beaucoup moins important. On sait que ces sites-là, peut-être que dans 2 ans ou dans 3 ans, devront être remplacés, et là, les nouveaux sites Web devront être conformes pour la totalité. Et on a même prévu dans le standard que, dans la réalité, il y a aussi des sites Web qui existent avec des technologies désuètes, de 2e, 3e génération passée, mais ils sont toujours là. Et c'est certain que, même en obligeant pour ces sites Web-là un minimum, ça pouvait imposer une refonte. Donc, dans ces cas-là, on verra un petit peu plus en détail plus tard, dans ces cas-là, ces sites Web-là, ils n'ont qu'une seule exigence à rencontrer. C'est-à-dire de mettre une page Web accessibilité à partir de la page d'accueil qui va dire un peu ce qu'il en retourne par rapport à l'accessibilité et les obstacles. En fait, l'intention, c'était au moins dites quelque chose comme « peut contenir des arachides ». Donc, on sait que pour des gens qui sont vulnérables aux effets stroboscopiques, les épileptiques, bien, savoir que peut-être que s'il y a des vidéos là-dedans, des animations, ça se peut que ça ne soit pas bon pour eux. Donc, c'est ce genre d'avertissement-là. C'était l'intention qui a motivé cette exigence-là. Bon, je reviens. Il me reste du temps pour ma conférence, Denis. Bon, les 5 questions, les 5 hypothèses. Donc, le mandat confié par le patron est clair. Moi, je pense que j'ai essayé d'imager comment ça se passe dans les grandes organisations. Puis probablement que j'ai pris, moi, le modèle que je connais, c'est au gouvernement du Québec. Donc, une fois que les standards sont adoptés, il y a le greffier du Conseil du Trésor qui écrit à tous les sous-ministres, puis à tous les directeurs généraux, présidents d'organismes, pour leur annoncer qu'il y a maintenant des standards en matière d'accessibilité et qu'ils doivent se conformer au délai prescrit, donc dans 1 an, de façon générale. C'est assez simple, ça tient sur un paragraphe, pour pas que ce soit trop long. Donc, c'est envoyé à chaque sous-ministre. Et le sous-ministre, lui, c'est pas lui qui voit ça, c'est son adjoint. Il intercepte, puis il dit « Oh, OK, commande. » Donc, OK, je fais une petite note, j'envoie ça au directeur des communications ou au directeur informatique. En passant, j'aurais aimé savoir, moi, combien il y a de personnes ici qui œuvrent dans les directions de communication ou qui œuvrent dans des compagnies ou des bureaux ou des maisons de communication qui sont à contrat avec les directions des coms de façon générale. Pouvez-vous lever la main, juste me donner un aperçu? Bon, je dis à peu près une trentaine. Donc, il y a des timides un petit peu qui s'ignorent. On va dire 40. L'expérience. Je vais demander aussi, les informaticiens, combien y a-t-il d'informaticiens présents dans la salle, soit qui travaillent dans des boîtes informatiques ou qui travaillent dans des boîtes de consultants, des fournisseurs de services auprès d'entreprises, des ministères, des organismes. Donc, combien y a-t-il d'informaticiens dans la salle? Donc, il y en a au moins 50, plus au moins 20, parce que je suis informaticien, je sais que je suis gêné de nature, donc probablement dans la salle, il y a peut-être 60 à 80 informaticiens. OK. Donc, l'adjoint, lui, il a intercepté la lettre annonçant la bonne nouvelle, puis là, il dit « Oh, j'ai un directeur des coms, j'ai un directeur informatique. À qui j'envoie cette information-là? » Fait qu'il regarde accessibilité du web. Ah! Direction des coms, responsable du site web de l'organisation, ça va au directeur des coms. Donc, souvent, ça prend ce chemin-là. Fait que, aussi, j'oublie, c'est qu'en fin de journée, quand il fait son débriefing avec son sous-ministre, il dit « Ah, aussi, on a reçu une lettre standard, je ne sais pas de quoi il en retourne, j'ai envoyé une commande, puis il n'y a pas de problème, on va avoir l'information. » Surtout qu'il y a de la reddition de compte. Fait que lui, le sous-ministre, l'adjoint, lui, il faut qu'il voit s'il y a de la reddition de compte. Parce que s'il y a de la reddition de compte, quand le sous-ministre est en reddition de compte, il faut qu'il y ait des réponses aux questions qui s'en viennent. Donc, l'adjoint, lui, c'est assez simple. Il prend un petit mémo. Il envoie ça à son directeur. C'est assez simple. C'est donner les suites appropriées, échéancier, plan d'action et estimation des coûts pour le 30 du mois suivant.
Donc, le directeur reçoit ça, il transmet ça au chef de service. Le chef de service transmet ça au spécialiste du web. La façon que le spécialiste du web reçoit ça, c'est quasiment, bon, il y a des nouveaux standards, puis là, les patrons, ils veulent que notre site web soit conforme aux standards. Donc, dis-moi combien ça va coûter. Et là, notre spécialiste fait une évaluation complète. Il y a eu ça comme commande, même si dans le standard, on dit que dans l'existant, il y a des dispositions transitoires pour minimiser les impacts. Donc, lui fait une évaluation complète, mais c'est pas ça qui était demandé dans le standard. Donc, il y a une confusion dans le message. Pour remédier à ça, ce que je propose, c'est que quand on reçoit une commande de ce genre-là, c'est de préparer au moins 2 scénarios. Un premier scénario de coût, ça je parle de l'existant. Un premier scénario de coût où on dira, pour rencontrer les obligations découlant des dispositions transitoires pour l'existant, ça va nous coûter tant. Okay? On peut prévoir un deuxième scénario où on va dire, ben, je pense qu'on pourrait faire davantage, puis on pourrait faire telle chose, on se donne un programme, puis on pourrait améliorer, d'en faire plus ce que le standard nous oblige de faire. Ça, c'est souhaité, et on l'indique. Donc, ce deuxième scénario-là dit, bon, en plus du premier, je pourrais faire aussi telle chose que je ventilerais dans le temps. Il y a d'autres scénarios dont je vous fais grâce. Donc, au moins, séparer les choses. Et ça rejoint ma métaphore de l'éléphant. Tout le monde sait comment on mange un éléphant. Oui, lequel patte. Et on mange bouchée par bouchée. Puis, il ne faut pas que tu laisses le beurre à découvert. C'est ça? OK. Donc, en gros, ma métaphore, c'est il faut ventiler. Donc, ventiler les coûts par standard, ventiler selon les obligations et ventiler aussi selon les exercices financiers. Parce que les standards arrivent dans le temps, puis il y a des obligations qui arrivent dans le temps aussi. Ma première réaction, quand on m'a dit, Yves, dans tel organisme, ils ont estimé ça à 1 million ou quelques millions. J'ai été surpris. Puis je me suis dit, ça me fait penser, moi, à... Il y en a qui sont amateurs de sport ici, qui suivent le hockey, le baseball, le football. Oui? Non? Comment vous réagissez quand vous avez une nouvelle, Yves Hudon, blessure en bas du corps? Ça vous dit quoi, ça, vous? Ou Yves Hudon, blessure en haut du corps? Ça ne dit pas grand-chose. Allez voir un médecin avec ça, puis pas sûr que vous aurez un bon diagnostic. Donc, quand moi, je reçois une évaluation comme ça, ma question, c'est, peux-tu me ventiler ça? OK, qu'est-ce qui coûte? Quel standard? Quelle année? Combien? Bien, c'est sûr que si on estime des coûts à 50 000, ben, c'est 50 000. Même si on dit que la première année, c'est 20 000, puis la deuxième, c'est 20, puis la troisième, c'est 10 000, c'est 50 000. Pareil. Sauf qu'au niveau budgétaire, ça n'a pas du tout, mais pas du tout le même impact. Deuxième hypothèse. A-t-on compris les marges de manœuvre prévues dans les standards? Je vais prendre une analogie. Alors, vous savez, quand on va au restaurant, on a un menu, il faut faire un choix. Le menu du jour. Dans ce menu-là, on vous propose un flanc de courgettes au coulis de tomates, une escalope cordon bleu, une escalope de veau, et ensuite, au dessert, un gratin de fruits frais. Je vous pose la question. Vous avez 30 minutes, puis vous n'êtes pas végétarien, vous n'aimez pas les légumes, puis vous n'aimez pas les fruits frais. Vous choisissez quoi? Ben, vous avez des bonnes chances de choisir le plat principal. Et c'est un peu l'impression que j'ai quand je vois des discussions sur le web. Les gens sont allés directement dans le cœur, dans le plat principal. Et si je fais une analogie, si je transforme la table de matière d'un standard, puis si je la transforme en menu, ben on retrouve le plat principal avec les exigences. Puis ça, un expert web, là, un spécialiste web, là, il en mange. C'est là-dedans, puis je comprends, c'est le bonheur. J'ai été développeur, j'ai été informaticien, puis c'est là-dedans. Les vraies affaires, là, on va se parler, là. Les vraies affaires, ce sont ces choses-là, les exigences. Mais dans le menu, il y a une entrée. Et cette entrée-là, ça s'appelle les conditions de conformité. Dans les conditions de conformité, dans l'assiette, on a des versions de rechange. Dans le standard, on a des dispositions qui font que s'il y a un contenu qu'on n'arrive pas à rendre accessible ou qui est c'est difficile de rendre accessible,
on a une possibilité de proposer une version de rechange équivalente. Okay? Ça, il faut le savoir. C'est une marge de manœuvre. On a des cas particuliers. Qu'est-ce qu'on fait pour des contenus qui nous proviennent de tiers non assujettis aux standards? C'est pas à moi à faire la job, le travail d'accessibilité, puis je peux pas, moi, ouvrir le document. Hein. Il y a des droits d'auteur, il y a des questions de respect de rédacteur. Donc, il y a des dispositions. Pour ça, c'est une exception. C'est un cas particulier. Il y a aussi des formulaires web. L'esprit du standard, c'est, on va mettre au moins l'emphase, dans un premier temps, sur les formulaires destinés au grand public. Donc, c'est pas la formulation qu'on a retenue, mais ça veut dire ça, à peu près. Donc, comme entrée, on a ça, puis je trouve ça intéressant. Au dessert, et là, on a nos dispositions transitoires, on les verra en détail tantôt, et il y a aussi les délais. Donc, quand on met l'emphase sur le plat principal, on oublie ces marges de manœuvre-là. Et mon hypothèse, c'est que je pense que ces marges de manœuvre-là sont mal comprises. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec l'existant? Bon, les dispositions transitoires, le principe général, droits acquis limités par des exceptions. Et les exceptions, les voici. Donc, on dit qu'un site web existant doit avoir au moins une page web accessibilité. Vous vous souvenez, au moins il doit dire peut contenir des arachides. Puis on dit ce qu'on a, ce qu'on peut avoir comme obstacle, et on pourrait indiquer aussi, bien, graduellement, on se donne un calendrier de 3 ans pour améliorer substantiellement l'accessibilité. On va faire telle chose, telle chose, telle chose. On peut dire ça. Et on a aussi la page d'accueil du site. Bien, c'est sûr qu'au minimum, il faudrait qu'au moins les gens puissent accéder, avoir l'information, qu'elle soit accessible sur la page d'accueil. On a le plan du site. Et on a aussi toute page d'accueil des 3 premiers niveaux de navigation d'un site web. On a également les formulaires web assujettis, donc les formulaires destinés grand public à peu près. Et en plus, on a, pour ces formulaires-là, on a un délai de 3 ans. Il y a des ajouts et modifications. On dit tout nouvel ajout, toute nouvelle modification à compter du 12 mai 2012. Du 10 mai 2012, ça va être conforme. C'est difficile d'estimer, on ne sait pas trop quelles sont les modifications qu'on aura. Donc, les 5 dernières exceptions, il y a une condition. Si la mise en accessibilité de ces éléments-là impose la refonte, on dit vous pouvez ne présenter qu'une page web accessibilité qui explique la situation. Parce que là, on considère que où les technologies sont désuètes, il y aura un roulement, ou les technologies actuelles, il y a des contraintes importantes. Et bien sûr, on parle de refonte. Si on refait un site web, même un site web existant, la refonte, c'est un nouveau site web, et ça rentre dans le programme des nouveaux sites web. Donc, à compter du 10 mai 2012, le site doit être conforme. Avant qu'on me pose la question, qu'est-ce qu'une refonte? Dans le standard, on a essayé de donner la couleur. Puis, je vous invite à regarder comment c'est écrit. Ça vous donne des balises, mais ça peut être aussi d'autres choses. Okay? Donc, on ne peut pas faire de liste exhaustive, c'est clair. Mais on a essayé de donner un peu la couleur de ce que pouvait être une refonte. Donc, on parle de tout changement d'architecture de l'information. Par exemple, toute réorganisation des éléments de navigation, toute modification en profondeur des contenus web. Et encore la petite porte d'appréciation, il y a d'autres choses qui peuvent être possibles. Tout changement de technologie. Passer d'un site web statique à un site web dynamique. Ça peut être aussi un changement de gestionnaire de contenu. Toute fusion de sites web. Toute modification globale du codage HTML ou XHTML ou de la feuille de style. Bâtir des gabarits. Autres. Donc, ça donne le contexte de ce que peut être une refonte. Je passe à la 3e question. La personne qui estime les impacts a-t-elle les compétences requises en accessibilité? Quand j'ai fait ma présentation, je me suis rappelé mes doux souvenirs. Je suis originaire du Lac-Saint-Jean, puis à la fin des années 70, j'allais visiter mes parents, et il y avait une publicité qui m'avait frappé à la télévision. C'était une publicité qui était faite par la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau. Et pour faire la promotion de leurs services qui
coûtait un petit peu plus cher qu'un garage indépendant, bien, il disait la compétence coûte cher, mais l'incompétence coûte encore plus cher. Donc, il vendait, il essayait de vendre. Et ce qu'il voulait dire, c'est, ben, peut-être que ton petit garage du coin te charge moins cher de l'heure, mais peut-être que ça va y prendre 8 heures plutôt que 2, parce que nous, on a les outils pour le faire. Puis on est équipé, on est formé avec ces outils-là. Donc, l'esprit, c'est un peu ça. Et moi, je l'ai paraphrasé pour l'accessibilité et je l'ai transformé en la formation coûte cher, mais des compétences insuffisantes coûtent encore plus cher. Dans le temps de développement, et aussi, ben, comme le résultat, il n'est pas assuré. Hein, on n'a pas une qualité assurée. Hein, si on y va à l'oreille, ben, il y a des bons musiciens à l'oreille, mais des fois, il y en a qui faussent aussi. Et plus souvent qu'autrement. Donc, non seulement ça coûte plus cher, mais le résultat, il ne sera pas aussi accessible que s'il y avait eu quelqu'un qui avait une bonne base d'accessibilité, des compétences suffisantes. Et après, en plus, quand on aura modifié ce site Web-là, ça coûtera plus cher. Moi, je vais faire une confidence, puis je sais que je ne vous la répéterai pas. Je suis informaticien et j'ai l'impression que c'est aussi une question et je le dis bien respectueusement, c'est une question aussi peut-être de se poser des questions sur des façons de faire. Et ça, je pense que les informaticiens, je pense qu'ils sont peut-être à un moment privilégiés pour se poser ces questions-là. Parce que pour l'accessibilité, il faut repenser ces façons de faire. On va vous donner un exemple. Pour plusieurs, puis je pense que, je ne sais pas si c'est M. Pisocchi qui en a parlé tout à l'heure, il a dit l'accessibilité, ce n'est pas une caractéristique, ce sont des pratiques, best practices, des façons de faire. Si on veut faire de l'accessibilité à midi moins une, quand le nouveau site Web ou la nouvelle application Web est mise en ligne à midi, trop tard. Il faut changer de façon de faire. L'accessibilité, c'est une préoccupation de tous les instants et à plus forte raison au début d'un projet, quand on va choisir les technologies. Savoir à midi moins une qu'il y a un standard puis que je ne suis pas capable de programmer telle ou telle exigence parce que l'outil que j'ai pris, ça ne marche pas puis qu'il faudrait que je fasse une couche par-dessus qui me prendrait 2 semaines, ça fait mal. Et au résultat, on a un site qui n'est pas accessible. Donc, dès le départ, le chargé de projet, c'est important, c'est un personnage clé, ça, dans l'accessibilité. Il faut qu'il connaisse ses enjeux. Je ne lui demande pas d'être champion en HTML. En passant, je ne le suis pas. Je ne lui demande pas d'être champion, mais je veux qu'il comprenne les marges de manœuvre, puis l'importance de partager les rôles et les tâches et de repenser la chaîne de production dans une perspective d'avoir des choses à faire graduellement, tout le temps, plutôt que d'attendre la dernière minute où on ne sera pas capable de tout faire. L'expérience me dit que quand les compétences sont insuffisantes, on a tendance à surestimer les coûts. L'accessibilité impose certaines nouvelles façons de faire. Si on ne les connaît pas, ben, ça peut prendre plus de temps. Donc, en fonction des dispositions transitoires que je vous ai présentées tout à l'heure pour les sites Web existants, j'ai listé les mêmes obligations. Je les ai peut-être découpées. Donc, ici, j'ai un tableau, 3 colonnes, 10 lignes. Je n'ai pas d'entête de ligne. Ça, c'est pour les lecteurs d'écran là, que je dis ça. J'ai la première colonne qui énumère toutes les obligations découlant des dispositions transitoires. J'ai une deuxième colonne qui, après discussion avec des experts, ce sont des estimations avec des compétences requises pour faire tel travaux. Et la troisième colonne, ben, ce sont des estimations lorsqu'on a des compétences insuffisantes. Donc, j'ai tout mis des points d'interrogation partout parce que ça peut varier énormément. On va en prendre 2. La première, par exemple, rédaction d'une page web accessibilité. On s'est dit que 2 jours, ça serait beaucoup. Ça serait suffisant. J'en ai écrit une la semaine passée. Ça m'a pris 2 heures, 2 heures et demie. Peut-être que la prochaine va me prendre moins de temps que ça. Si vous voulez la voir, elle fait l'objet de la foire et questions. C'est sur le site de Chao Technologies. Et on se disait aussi, mettons que la première fois, ça te prend plus de temps, mais que la deuxième fois, normalement,
te débroussailler une fois, donc la deuxième fois, ça va être plus rapide. Donc, le deuxième estimé, c'est un coup que tu en as fait un, tu passes, ça te prend moins de temps pour faire un deuxième. Et j'ai essayé de présenter des barèmes, proposer des barèmes pour chacune des obligations découlant des dispositions transitoires. Bien sûr, des barèmes, hein, c'est pas du mur à mur. On peut, pour un élément, on peut dire, ben Yves, tu as mis une journée, mais ça n'a pas de bon sens, c'est 3 jours. Pas de problème, mais dis-moi pourquoi que c'est 3 jours. Donc, il n'y a aucun problème à sortir de barème comme ça. Il faut juste avoir l'argumentaire pour expliquer pourquoi que c'est plus fort. Donc, le deuxième exemple, page d'accueil des 3 premiers niveaux de navigation. J'ai mis entre parenthèses, j'ai oublié de mentionner, c'est la référence au standard, donc c'est l'article 25B. Donc, peut-être que la première page, dans ce cas-là, va me prendre 2 jours, mais les pages suivantes vont peut-être me prendre une demi-journée. Donc, ce sont des barèmes que je propose. Là, ici, je vous présente un exemple d'écart. Comment, ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas les connaissances suffisantes, puis comment ça se multiplie après? Donc, toujours avec l'exemple des pages d'accueil des 3 premiers niveaux, avec mon hypothèse de 2 jours pour la première, puis une demi-journée pour les suivantes. Bien, au total, si j'ai un site web qui a 5 premiers niveaux qui comportent chacun 5 deuxièmes niveaux, donc, hein, vous me comprenez, 25 pages web d'accueil de niveau, de navigation. Donc, au total, moi, ça me donne 14 jours. 2 jours pour la première page et une demi-journée pour 24. Pour quelqu'un qui n'a pas les compétences ou les compétences insuffisantes, je donne par exemple qu'il va peut-être mettre 3 jours, mais ces 3 jours-là, il risque de le multiplier par 25 pour donner un 75. Donc, on voit un peu l'écart, là. Et ça, quand on a chaque élément, quand on va estimer chaque élément, quand on multiplie ces choses-là, puis on les additionne, ben, ça peut aussi générer des coûts plus importants. Quand on dit multiplicateur, oui, il y a le nombre d'éléments dans un site web, mais pour une organisation, il faut aussi compter le nombre de sites web. J'y reviendrai sur le portefeuille d'un ministère ou d'une organisation. Et quand on parle de l'estimation avec des compétences insuffisantes, je remets encore le commentaire, c'est oui, ça t'aura pris 75 jours personne, mais tu vas être conforme à quoi? À 60 du standard, à 70 %. Puis la façon dont tu l'as fait, est-ce que ça va être facile à entretenir? Donc, il y a cet enjeu-là aussi. Donc, le remède à ça, c'est bien sûr la formation. C'est des journées aussi comme aujourd'hui. Il y a des références qui existent sur le web. Je pense qu'au niveau du web, au niveau du WCAG 2.0, on me disait qu'il y avait 10 ou 20 000 pages. C'est beaucoup. Le standard du gouvernement du Québec en résume beaucoup. Mais il y a aussi une dizaine de guides qui sont disponibles sur le site web du bureau du dirigeant principal de l'information. Et aussi, surtout, ben, si vous n'avez pas l'expertise, ça serait peut-être une bonne idée d'aller chercher un peu d'accompagnement. Quand je parle d'aller chercher un accompagnement, c'est pas de faire à l'extérieur, c'est d'être encadré, d'avoir au moins des balises, des références pour pouvoir valider les hypothèses de départ. Une fois qu'on a les hypothèses validées, une fois qu'on a les barèmes, après ça, on peut faire le travail d'estimation et ensuite demander une validation finale. Quatrième question, comment l'organisation gère-t-elle le web? Bien, c'est sûr, ça dépend du nombre de sites web actuels. Ça peut vous paraître drôle, cet élément-là, mais probablement que plusieurs d'entre vous, vous travaillez pour vous-même ou vous travaillez pour une entreprise de 5, 10, 20 ou 100 personnes et vous avez un site web. Dans des grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, on peut avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, une centaine de sites web. C'est certain que si on a un standard sur l'accessibilité et qu'on dit combien ça va coûter, bien, on estime pour un, puis on serait porté à dire on va multiplier par 100. Et ça grossit la facture, c'est bien clair. Mais il faut comprendre que si une organisation a 10 sites web, si elle a 50 sites web, c'est un choix de l'organisation. Hein? Qui dit choix dit assumons les conséquences. Ce n'est pas le standard qui demande 10 sites web. Si, pour plusieurs bonnes raisons, il est préférable d'avoir 10 sites web, bien, les conséquences, bien, si tu veux les rendre accessibles, si tu as des travaux à faire, bien, il faut que tu multiplies les coûts. Mon commentaire n'est pas de dire que chaque organisation devrait avoir un et un seul site web. Non. Il y a plusieurs bonnes raisons pour avoir plus d'un site web, mais c'est peut-être, à l'arrivée des standards, c'est peut-être l'occasion de se poser la question sur notre inventaire web.
Est-ce qu'on a des sites web qui sont rendus à la fin de leur vie utile? Est-ce que ce site web-là est-il encore utilisé? Hein? Quel est le roulement là-dessus? Et ça peut être une occasion de faire des refontes aussi, des fusions, de faire le ménage. Mais encore là, le ménage, je reviens avec ma métaphore de l'éléphant, dites pas que le ménage c'est imposé par le standard. Donc, ventiler les coûts puis isoler ces coûts-là. Dernière question, les standards auraient-ils le dos large? De mon expérience, puis c'est pas seulement qu'au niveau de l'accessibilité, j'ai eu l'occasion des fois d'apprécier, de donner des commentaires sur des estimations, puis je disais 5 millions, 7 millions, ça n'a pas de bon sens, et ont-tu qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Puis des fois, j'ai l'impression que on pourrait peut-être voir apparaître d'un coup, on a tout repavé le terrain de stationnement. Ah ouais? Comment ça? Pourquoi? Ben oui, il y a des cases pour les personnes handicapées, puis on va les peinturer, puis c'est de l'accessibilité. C'est vrai, c'est bon, mais c'est pas imposé par le standard. Donc, isoler ces coûts-là. Isoler ces coûts-là dans un scénario distinct, donc, c'est pas le standard qui impose ça. Isoler aussi le ménage, je reviens là-dessus. Je termine, j'arrive à ma conclusion. À mon avis, la mise en place des standards dans un site web existant, les coûts sont généralement peu élevés. Okay? Je termine avec ma métaphore. Je sais que c'est Samuel Sirois qui est responsable des dîners, des boîtes à lunch. Il m'avait dit ce matin qu'il y aurait des sandwichs à l'éléphant, puis à la pause, il m'a dit que ça ne marcherait pas, il n'y avait pas de pain. C'est ça? OK. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous remercie de votre attention.